Rencontre avec Abslam Chedadi, professeur à l'université de Rabat, historien et spécialiste d'Ibn Khaldoun. Abslam Chedadi, bonjour. Bonjour. Nous reparlons avec vous avec plaisir d'Ibn Khaldoun, mais vu d'Occident, pour rappeler et expliquer comment ce musulman, ce savant musulman du Moyen-Âge est devenu au XIXe siècle en Europe le modèle des sciences humaines dans une Europe triomphante, rationaliste. Au point que le grand historien Arnold Toynbee déclarait que Ibn Khaldoun, c'était le plus grand travail jamais créé dans l'esprit d'aucun homme, d'aucun pays, d'aucun temps. À ce point-là, quel compliment. Pourquoi? Bon, il faut dire que le compliment ou l'éloge est un peu hyperbolique. Quand on lit ça, on se dit c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Donc c'est... Moi-même, quand j'ai lu cet éloge-là, j'étais choqué véritablement. Je me suis dit, voilà, on se moque encore une fois d'un personnage qui est sympathique, mais quand même dont on ne peut pas dire ce genre de choses. À la réflexion, au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'années, quand j'ai travaillé sur lui, je me suis rendu compte que, malgré tout, ça restait hyperbolique, bien sûr, parce qu'on ne peut jamais dire prononcer ce genre de jugement, mais ça peut se justifier d'une certaine manière, dans la mesure où Ibn Khaldoun a véritablement inventé et appliqué les principes d'une science de la société. Et qu'il a touché pratiquement à tout ce que nous appelons aujourd'hui les sciences humaines et sociales. Il a véritablement proposé des lois sociologiques du pouvoir, du fonctionnement de la société, etc. Il a proposé une véritable science de l'économie pour les systèmes économiques de l'islam. Il a proposé également un certain nombre de données sur la géographie humaine, ce qu'on appelle aujourd'hui la géographie humaine. Il a des remarques extrêmement importantes et variées, très riches, sur la psychologie sociale. Il a des remarques très, très approfondies et très intéressantes sur la linguistique, sur l'usage sociologique de la langue, et ainsi de suite. Il a des propos très intéressants sur la littérature, sur la création poétique. Il a apporté une vision très intéressante sur l'approche de l'histoire des sciences, et ainsi de suite. Donc c'est véritablement quelqu'un qui a touché beaucoup de domaines, et chaque fois qu'il touchait un domaine, il le faisait avec une approche, avec une méthode qui est très très proche de ce que nous faisons aujourd'hui. Et tout ça donc dans les 25 volumes de son œuvre maîtresse, les 15 volumes du livre des exemples, voilà, qui est resté dans le patrimoine classique de la civilisation arabe pendant des siècles et jusqu'à être découvert par les Européens en 1830. Vous pouvez nous rappeler comment? Alors, Ibn Khaldoun n'a pas été complètement perdu de vue dans le cadre de la culture musulmane. Disons, à la fin du XVe siècle, il était repris par un historien andalou. Un peu plus tard, XVIe, XVIIe siècle, il a été repris par un certain nombre de penseurs, d'historiens turcs, ottomans, et cela pratiquement jusqu'au XIXe. Probablement, c'est par l'intermédiaire des Ottomans qu'il a été découvert par des historiens français du début du XIXe. Alors, les Français qui l'ont utilisé au départ, c'est plutôt des linguistes, qui ont essayé de trouver chez lui un certain nombre de textes à présenter dans le cadre d'anthologie littéraire. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ce n'était pas simplement des textes intéressants au niveau littéraire, mais qu'il y avait également un intérêt historique, et plus que ça, un intérêt scientifique au niveau d'une sociologie ou d'une anthropologie. Voire tactique ou stratégique, puisque c'est au moment de la conquête de l'Algérie que le ministre de la Guerre demande la traduction intégrale. Exactement. Alors on a découvert par la suite que son histoire pouvait servir politiquement. Et donc on a édité la première édition moderne de l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire des Berbères. Elle a été faite en Algérie sur ordre du ministre de la Guerre français. Et par la suite, donc l'usage qui a été fait de l'histoire, surtout de l'histoire, a été extrêmement important. Alors ensuite, des milliers de pages ont été traduites, retraduites. Vous y avez contribué aujourd'hui, puisque vous avez traduit dans la prestigieuse édition de la Pléiade le premier livre, du livre des exemples. Quelle influence a eu cette œuvre sur les sciences humaines
occidentale, puisque c'est en Europe que les sciences humaines se sont développées. Alors, premièrement, disons, la première utilité pour l'Europe, ce n'était pas une utilité théorique, parce que les sciences humaino-sociales se sont développées de manière tout à fait indépendante en Europe, selon la logique européenne, dans le cadre des problématiques européennes, à partir du XVIe siècle. Donc Ibn Khaldoun, de ce côté-là, n'a pas une influence directe, ni une influence importante. Par contre, pour la connaissance de l'islam, pour la connaissance des sociétés musulmanes de façon générale, et des sociétés maghrébines de façon plus particulière, il a été d'un apport absolument considérable. Les gens ne savaient pas comment prendre en particulier les sociétés maghrébines. Et lui, il a donné la clé pour la compréhension de ces sociétés. Et donc, il a été repris en permanence par tous ceux qui ont écrit sur le Maghreb, sur la société berbère, sur la société arabe, sur les régimes politiques, sur les dynasties qui se sont succédées, etc. Un historien français du début du XXe siècle a dit de lui que c'est lui qui a apporté la lumière sur des âges qui étaient complètement obscurs dans l'histoire du Maghreb. Au point presque paradoxal qu'on a eu déjà l'occasion de le dire, il est presque plus connu en Occident aujourd'hui qu'en Orient, et notamment qu'au Maghreb. Pour quelles raisons ? Alors, encore une fois, on revient à la question qui est très importante, qui est la question de la place qu'occupent aujourd'hui les sciences humaino-sociales, aussi bien l'histoire que la sociologie, que l'anthropologie. Alors ces sciences, l'histoire, la sociologie et l'anthropologie, n'ont pas été développées suffisamment dans les pays arabes et musulmans pour qu'une reprise d'Ibn Khaldoun trouve sa place comme il fallait qu'elle le soit. C'est en train dans de le cadre avec des gens comme vous ? Alors actuellement, il y a quand même un certain développement de ces sciences, de l'histoire, de la sociologie et de l'anthropologie, et je pense que progressivement, Ibn Khaldoun va être mieux intégré dans la culture maghrébine et arabe. Mais à l'époque, est-ce que son message était perçu comme audacieux, novateur, révolutionnaire ? Alors, à l'époque, son message n'a pas été perçu ni comme novateur, ni comme révolutionnaire, parce que l'aspect, justement, méthodologique, la méthode scientifique qu'il a apportée à la connaissance de l'histoire et de la société, n'était pas quelque chose d'important et d'urgent pour l'époque. À l'époque, le récit historique, la chronique historique, suffisait aux besoins idéologiques et culturels. Et le type de science qu'Ibn Khaldoun a apporté n'est devenu important qu'à l'époque moderne. C'est pour ça que les Européens l'ont perçu comme un personnage extrêmement important. Alors, vous lui avez consacré un livre, Ibn Khaldoun, l'homme et le théoricien de la civilisation. Son idée de la civilisation, aujourd'hui, fait écho, curieusement, à cette idée qu'on nous rabâche depuis quelques années du choc des civilisations. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus par l'intermédiaire d'Ibn Khaldoun ? Alors, ce qui est intéressant dans l'approche d'Ibn Khaldoun, c'est qu'il a pensé à l'humanité comme un tout et sans distinction au niveau essentiel. L'homme est partout le même. Et donc, une science de la société, quand on considère que l'homme a la même essence, quelle que soit la religion, quelle que soit la religion, quel que soit le pays, quelle que soit l'origine ethnique, donc on a cette universalité de l'homme qui pouvait justifier à l'époque une science de la société, une science de l'homme. Aujourd'hui, l'anthropologie, les études historiques continuent à avoir comme idéal cette possibilité d'étude de l'homme de façon universelle, mais au niveau concret, ça devient extrêmement difficile. Cela n'empêche rien à l'idéal, au fait de poser l'universalité de l'homme comme un idéal. Message universel à méditer. Merci en tout cas de nous l'avoir résumé.